écoutez, bonjour. Nous allons aujourd'hui, maintenant, et pendant 1h15 environ, 1h10, 1h15, nous intéresser au secteur avec un X et un S, banque et assurance. Voilà. Michel, qui est passé, m'a dit de bien signifier qu'en fait, il n'y a que des messieurs ici sur la table ronde, mais ils ont été mandatés par des dames, notamment. Et moi par Michel, donc voilà, ici. Et vous remplacez une collègue qui est au pied levé, merci. Absolument. Voilà, qui est atteinte du Covid et qui ne peut pas être là. Voilà. Je vais vous présenter très rapidement nos intervenants, de façon à ce que vous puissiez les situer, et je vais vous dire comment va se dérouler la séance. Micro. Ce serait mieux pour l'enregistrement. Ah, pour l'enregistrement, tu as raison. Donc, Bernard Cohen-Haddad, bonjour, qui dirige un cabinet de courtage, qui est par ailleurs président de la CPME Île-de-France, entre autres, beaucoup de fonctions. Il tient un blog que vous pouvez consulter qui est tout à fait intéressant. Conseil des prud'hommes également. Oui, je suis président de la commission financement de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Région et vice-président d'un syndicat qui s'appelle l'ANACOFI, aussi, qui s'occupe des gestionnaires de patrimoine. Voilà. André-Guy Turoche, qui représente l'Agence française de oui, bonjour. Donc, je représente la fédération bancaire. Voilà, donc je remplace justement notre directrice formation. Bon. Écoutez, je vous passe le micro, faites pareil. Très bien. Alexis Meyer, je suis responsable du social et de la diversité pour France Assureur, donc c'est la Fédération française de l'assurance. Oui, bonjour à tous. C'est Norbert Girard, je suis secrétaire général de l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance. Merci messieurs. Alors, notre séance va durer 1h15, comme je vous l'ai dit. Nous allons avoir d'abord des exposés de la part de nos intervenants, puis nous aurons une bonne vingtaine de minutes d'échange, de discussion. Donc, notez les questions que vous souhaitez poser ou les débats que vous souhaitez ouvrir. Et on aura le temps, on aura 20 minutes pour cela. On va commencer avec Bernard Cohen-Haddad, qui nous a préparé quelque chose pour ouvrir les débats, ouvrir les perspectives sur l'évolution dans les secteurs bancaires et assurantiels. Oui, merci Robert. En tout cas pour nos échanges préparatoires déjà. C'était intéressant pour effectivement aussi l'animation de cette table ronde. Moi, je vais être relativement bref. Je souhaitais faire un panorama vis-à-vis d'un certain nombre d'entre vous. Merci, Madame la Présidente, aussi, excusez-moi quand même, d'avoir été la go-between. Sans vous et sans notre échange depuis un certain nombre d'années, je ne serais pas là. On travaille souvent ensemble et en qualité. Ça, c'est extrêmement important d'avoir entre le monde professionnel, l'université et l'ensemble du monde éducatif des passerelles. C'est bien ce qui fait chez nous trop souvent défaut. Et la transmission des savoirs, des connaissances, l'accompagnement se fait bien entendu par des échanges croisés, même si parfois, dans le cadre de nos objets ou objectifs, on n'a pas toujours les mêmes buts. Nous, c'est vrai que le but, c'est fait de former vite parfois les gens quand on est en métier en tension. Et c'est là où je voulais en venir, parce que ce n'était pas une digression. On est, me semble-t-il, parce que je vis à la fois en tant qu'animateur du Conseil économique régional dans sa section économie et financement, en tant que responsable d'un petit établissement, mais aussi en tant que représentant des entreprises petites et moyennes, on est en métier en tension dans un secteur de service où pourtant on nous disait depuis un certain nombre d'années que notre métier était un métier qui était mort, un métier qui ne correspondait pas à une attente du public, un métier qui payait mal ses salariés et qui les formait souvent au compte-gouttes. Tout ceci, c'est bien entendu des images d'Épinal. Et on s'aperçoit que depuis maintenant une dizaine d'années, l'ensemble de nos métiers ont évolué, qu'on a à la fois besoin de partenaires bancaires et assureurs en partenariat, y compris avec la Bansurance, mais aussi sur le terrain et sur le territoire, de drapeaux avec des banques de réseau qui restent des lieux de vie. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, la banque
et un lieu d'échange, de socialisation, de dialogue avec les personnes isolées. Il en est de même des cabinets, il en est de même aussi des établissements financiers plus ou moins, comment dirais-je, qui ont pignon sur rue. Ça, c'est extrêmement important de le dire, parce qu'on a trop souvent à penser que nos services ne sont là uniquement pour faire de la rentabilité. Un chiffre, avant d'aller... Je vous laisse dérouler tranquillement. Un chiffre. En Île-de-France, parce que c'est une région que je connais bien, même si j'ai des fonctions nationales, en Île-de-France, on a 1 200 000 entreprises, 6,5 millions d'emplois salariés et non salariés. On a 80% de services. Parmi ces 80% de services, en 2020, il n'y en avait que 40% qui étaient télétravaillables. Je dis bien 40% qui étaient télétravaillables. On est passé en quelques mois, je n'ose pas dire en quelques semaines, à plus de 70, voire 80% dans certains domaines du télétravail. Et aujourd'hui, on a à la fois de la part de nos entreprises, mais aussi de nos collaborateurs, une exigence de télétravail où on a minimum 1 à 2 jours, voire 3 jours de télétravail dans nos établissements. C'est quelque chose, on est passé dans une vraie révolution. C'est important de le dire aussi parce que dans une période où on est en pénurie de compétences, on est sur les métiers de service, si on a récupéré, je parle de l'Île-de-France, à peu près l'ensemble de notre niveau d'employabilité, on est quand même en marche étendue à plus de 68%, je ne parle pas uniquement du métier de l'assurance, mais de ces métiers-là, à plus de 68% de recherche de compétences et bien entendu de mixité de compétences. Donc vous voyez que c'est une réalité un petit peu de nos débats. Pour être pas trop long, donc la situation, vous avez des chiffres qui sont... Je n'aime pas trop relire ce qui s'affiche au PowerPoint. Excusez-moi, parce que je trouve ça extrêmement désobligeant pour ceux qui sont là. En principe, ils ont tous fait des études souvent beaucoup plus importantes que les miennes. Et ils savent lire, écrire, peut-être pas toujours épeler, mais en tout cas, ils savent lire et écrire. Donc, vous passez, et je trouve ça vraiment désobligeant. Donc, ne vous méprenez pas. C'est pas que je lis pas mes notes, mais c'est que je trouve pas nécessaire de lire ce qui est écrit, puisque vous pouvez le lire. En revanche, on a effectivement un secteur bancaire extrêmement important. On a aussi un secteur assurantiel qui est extrêmement... mais qui a aussi une valeur. Et ça, c'est important de le rappeler. On a 2 métiers qui représentent aujourd'hui, en matière de vision par une partie de la population, en tout cas aussi pour les professionnels, de la rigueur, de l'équité et un souci de traçabilité. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir des métiers qui portent encore des valeurs. Celle du bien commun, on le voit bien avec la confiance de nos Français, des Français en épargne. On n'a jamais eu autant d'encours d'épargne auprès des assureurs ou des banques. Moi, j'étais membre de l'Observatoire de l'épargne réglementée auprès de la Banque de France pendant 9 ans, jusqu'à sa fermeture, pour raison d'associations qui étaient superfétatoires. Je peux vous dire que le rôle de l'épargne réglementée ou de l'épargne en général est extrêmement importante en France, et si on n'avait pas un secteur bancaire et assurantiel sécurisé, il n'y aurait pas autant d'épargne des Français là-dedans. On a cependant, et là j'y viens un petit peu dans la suite de la lente, une modification de la présence des établissements financiers, y compris des cabinets indépendants, sur le territoire, où il y a bien entendu aujourd'hui, compte tenu de la cherté des baux, mais aussi du développement du numérique, une difficulté à rester en présence sur un territoire parce qu'il y a, c'est vrai, un mouvement de dématérialisation qui est extrêmement fort, même si nous souhaitons maintenir du figital, c'est-à-dire à la fois du présentiel et du distanciel. Donc ça, c'est une réalité. Souvent, on a l'impression que les banques et les assureurs font des économies en fermant des points de vente, puisque pendant des années, ça a été la course aux points de vente et aux drapeaux dans les rues, puisque tous les coins de rue intéressants dans les grandes métropoles étaient pris par une banque ou un grand cabinet d'assureurs, même mutualiste. Je ne fais pas de différence entre nous. Là, on est sur l'assurance et sur la banque en général. Aujourd'hui, on ferme des établissements par souci non seulement d'économie, mais surtout par souci de réorganisation d'un certain nombre d'activités, parce qu'on met le paquet sur le numérique, parce que le numérique, c'est aussi une meilleure réactivité.
on a une attente des consommateurs, y compris en dehors des heures d'ouverture de nos établissements. Et je dirais même qu'on a même une attente des consommateurs, surtout en dehors des heures d'ouverture, qui ne demandent pas une attestation à 22h ou à minuit, qui n'essaient pas de faire un tarif aujourd'hui sur des comparateurs ou sur des sites, d'assurance après à 22h ou à 23h ou à minuit, qui aujourd'hui ne fait pas un virement bancaire, et je le vis moi-même en tant que chef d'entreprise, en dehors des heures d'ouverture de mon établissement financier. Donc ça, c'est une réalité. L'accélération de ces mutations, pour ne pas être trop long, elle est faite aussi liée à une attente et à une concurrence des géants du numérique. Parce qu'il y a encore aujourd'hui, il est vrai, un risque de développement d'un certain nombre de insurtech ou de fintech qui ne respectent pas forcément les valeurs entrepreneuriales ou sociétales, y compris en matière de marché, ni même en matière de domiciliation fiscale, de ce que nous attendons en France. C'est important aussi de le dire, parce que tout ça, c'est de l'emploi qui est chez nous. Tout le monde ne peut pas se retrouver dans des paradis fiscaux ou en Irlande ou à l'autre bout du monde. Ça a été le cas, et ça a été une dérive à un moment de nos amis assureurs ou banquiers, d'avoir des plateformes qui étaient dans des pays externalisés. Depuis un certain nombre de mois et d'années, on a relocalisé, ça vous me direz, messieurs, excusez-moi si je me trompe, un certain nombre, la majorité des activités en France et un certain nombre d'activités qui sont délocalisées, le reste pour des activités monde. Je prends l'exemple notamment d'une situation que mes collègues connaissent bien, c'est notamment ce qui se passe en Ukraine, puisque 3000 salariés de la banque et de l'assurance, ça ce sont les chiffres de la Chambre économique, franco-économique d'Ukraine, étaient en Ukraine, qui ont été obligés d'être délocalisés en Pologne. C'était sur des activités support, non pas France, mais monde de banque et d'assurance. Dernier point, pour ne pas être trop long, mais je pense que c'était important qu'on ait ce panorama, en tous les cas pour moi, et pour vous expliquer mes attentes aussi. On a aujourd'hui double attente, les attentes externes vis-à-vis des secteurs et des attentes internes vis-à-vis du secteur. Les attentes externes vis-à-vis du secteur, c'est la capacité d'avoir des personnels qui sont formés, parce que ce qui fait la différence de nos métiers, c'est la réactivité, le suivi, et donc la satisfaction de la clientèle. Aujourd'hui, on ne peut pas, nous, dans nos métiers, avoir un service client, un service commercial qui n'est pas à la hauteur des attentes de la clientèle. Et c'est pour cela qu'on a besoin de compétences, qu'on a besoin de jeunes ou moins jeunes diplômés, qu'on a besoin aussi de faire de la formation permanente. Ça, c'est important. D'autant que nous sommes confrontés à un risque important, qui est le risque cyber. Il ne faut pas le négliger. Le nombre de nos établissements qui ont vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, des attaques de cybermalveillance est extrêmement important. Donc on a besoin, dans le cadre de nos enjeux de dématérialisation et d'accompagnement du client, mais aussi d'amélioration de notre rentabilité, de nos flux financiers, de faire appel à des compétences et donc de veiller à protéger nos données. C'est extrêmement important. Le deuxième point qui me semble aussi phénoménal, c'est notre engagement résolu depuis un certain nombre de mois, et ça c'est pour l'ensemble de la profession, y compris pour nos petits cabinets, concernant l'engagement RSE, responsabilité sociale des entreprises, et ESG. Ça, c'est, me semble-t-il, le chemin sur lequel nous devons envoyer. Il n'y a trop encore d'énergie fatale dans nos établissements. On y travaille. Ce que nous ne souhaitons pas, en revanche, c'est d'avoir des contraintes normatives supplémentaires qui nous sont imposées soit par les lobbies de consommateurs, ça il faut le dire, soit par Bruxelles qui, a tendance à ne pas se rendre compte des difficultés qu'ont l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire des gros établissements financiers aux distributeurs d'assurance ou de banques, en tout cas de produits financiers sur le territoire. Tout le monde n'est pas au niveau, y compris en Europe. Il faut prendre le temps, de pouvoir s'adapter. Mais l'objectif d'une green economy dans nos secteurs, y compris dans les cabinets de proximité, est pour nous un élément phénoménal et surtout d'enjeu. Il y a aussi des actions fortes, et on l'a évoqué tout à l'heure en exergue chez Robert, c'est la féminisation des équipes dirigeantes. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais une seule femme
quand j'étais président de la commission financement national, qui était à la tête d'un service d'une grande banque. C'était Marie-Claire Capobianco, que certains d'entre vous connaissent, qui est une femme exceptionnelle avec laquelle je garde. Mais c'était l'exception. Il y avait sinon que des messieurs qui sortaient des grandes écoles. C'est une bonne chose. Ici, on est un contre-exemple aujourd'hui, mais c'est par défaut. Il y a aussi l'inclusion des personnes en situation de handicap. Nos établissements, banques ou assurances, y compris les cabinets, font de gros efforts pour la diversité. Je pense qu'on l'évoquera tout à l'heure, mais aussi pour les personnes en situation de handicap. Et puis, il y a cette capacité à avoir de développement d'usage éco-conception et aussi de consommer des données de manière plus raisonnable. Dernier point, c'est les attentes, et c'est là peut-être sur laquelle vous nous attendez, de la formation des publics diplômés, et c'est le cas aujourd'hui, quelles que soient les compétences. Moi, je suis un peu tombé dans l'assurance par défaut, c'est pas ce que j'avais prévu. J'enseignais le droit et l'économie, et j'ai retrouvé un cabinet d'assurance, j'ai tombé dans l'assurance comme ça, j'aurais pu très bien vendre des petits pains, non, pas vendre des petits pains, mon père était bijoutier, j'aurais pu reprendre une bijouterie, encore une série de bijouteries, dans laquelle je me suis retrouvé dans l'assurance par hasard, parce que j'avais, je vais vous raconter mon histoire, ça fait partie souvent de la Madeleine de Proust, c'est parce que j'avais, comment dirais-je, dans mon environnement, un oncle qui était dans une grande compagnie d'assurance, et je trouvais que la démarche sociétale de l'assurance et sociale avait un enjeu sur le territoire. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans le métier de l'assurance. Dernier point, c'est la capacité de rappeler, après la crise sanitaire, que nos métiers évoluent, qu'il y a aussi une volonté de bousculer un certain nombre de frontières, c'est-à-dire que le fait aujourd'hui que nous ayons le télétravail, j'en terminerai là, dans nos métiers, permet aussi de pallier la difficulté de proximité de nos salariés dans les grandes métropoles. Paris, l'Île-de-France sont des villes où il est toujours plus cher d'y vivre, difficile d'y vivre, et la capacité aujourd'hui d'avoir du travail nous permet d'avoir des salariés qui travaillent dans nos cabinets ou dans les grandes structures et qui peuvent habiter en dehors de la métropole. Ça, c'est un atout, ce qui n'empêche pas la rentabilité, et ce qui permet aussi de ménager notre empreinte carbone. Je vous le redis, cette quête de sens, cette raison d'être de nos entreprises, sans faire référence au texte de loi, mais cette raison d'être, cette quête de sens, fait partie des préoccupations non seulement de nos établissements de proximité, je le vois au quotidien dans le cadre de mes activités associatives et patronales, mais aussi des grands établissements, banques et assurances, mais aussi d'une attente forte de nos salariés. Aujourd'hui, au-delà du salaire, des conditions de vie, du CE et compagnie, il y a cette quête de sens de l'entreprise qu'on appelle la marque de l'employeur. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais il me semblait important de vous donner cette vision des choses. Merci. Merci. On va... Gardez vos questions. On va passer maintenant, on va soulever le capot du monde de l'assurance. Et puis bien, c'est à vous de faire. Très bien. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux d'être avec vous en cette fin de matinée. On va faire la présentation en binôme, en duo avec Norbert de l'Observatoire des métiers de l'assurance. Je vais essayer d'abord de vous faire un petit portrait robot de ce qu'est l'assurance. Alors même si monsieur a commencé à dévoiler les métiers, mais on va rejoindre les propos qui ont été tenus à l'instant. Un petit portrait robot sur ce qu'est l'assurance, parce que autant l'activité d'assurance elle est connue, autant nos métiers, notre profession et la réalité de ce qu'est être assureur n'est pas forcément bien connue. Et vous le disiez, monsieur, en témoignant de votre parcours personnel, c'est vrai que souvent on dit qu'on rentre par hasard dans l'assurance, on y reste par passion ou par choix. Nous, notre mission à France Assureur, c'est aussi qu'on ne rentre plus seulement par hasard dans l'assurance, mais qu'on y rentre aussi par choix et qu'on y reste aussi le plus longtemps possible par passion. Quelques données. Alors, France Assureur, c'est le nouveau nom depuis le 1er janvier de cette année de la Fédération française de l'assurance. La Fédération française, elle regroupe tous les assureurs de la place, alors qu'ils soient sociétés anonymes, vous connaissez les noms, AXA, Allianz, Generali pour les plus connus,
des sociétés mutualistes, hein, donc Covea, Groupama, Massif, Maïf, etc. J'en oublie plein, mais c'est pour vous donner quelques références. Et puis les filiales assurances des banquiers, Crédit Agricole Assurance, Société Générale Assurance, etc. Voilà, qui sont aussi chez nos amis de la Fédération bancaire. Voilà, au total, on a un peu plus de 200, pratiquement 247 sociétés. Et puis nos missions, voilà, ce sont des missions d'intérêt général pour le secteur, y compris sur des sujets de promotion des métiers et sur les questions d'emploi. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, quelques grandes données sur le secteur. Je ne vais pas rentrer en détail. On vous donnera d'autres liens pour voir tous ces documents. Mais encore une fois, à grande ligne, le portrait robot du secteur de l'assurance. Donc, alors, 153 300 salariés, ça c'est le tout dernier chiffre qui est tombé. Tout à l'heure, on avait affiché le 149 000, qui était le chiffre de l'année dernière. Donc vous voyez qu'il est en forte augmentation. Malgré la crise, malgré toutes les inquiétudes qu'on pouvait avoir, on a une progression des effectifs et c'est une confirmation de ce qui s'est passé les années précédentes. Autre grande particularité, on a un taux de cadre qui dépasse largement les 50%. Quand on parle des cadres, c'est les cadres, les experts, ce n'est pas forcément que des encadrants. On a, que je reprenne quelques données importantes, des métiers qui sont fortement féminisés, à hauteur de 60%. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est à tout niveau. C'est pas uniquement les fonctions support, par exemple, mais y compris des fonctions d'experts et d'expertes, du coup, y compris chez les cadres, hein, parce qu'on a la moitié des cadres qui sont féminisés. Et encore une fois, les cadres, c'est plus de la moitié de nos populations. Et même désormais, on a des COMEX, hein, qui sont des comités de direction, qui sont à parité hommes-femmes. Donc un environnement qui est très égalitaire en la matière. Une donnée aussi très intéressante, l'alternance, c'est une politique que l'on mène depuis longtemps. On avait une progression régulière du nombre d'alternants dans la branche, et on a eu un vrai décollage depuis 2-3 ans maintenant, en lien avec tout ce qui a été dit tout à l'heure pendant la table ronde, hein. Mais c'est un véritable succès qui se confirme aussi dans nos secteurs professionnels. Donc 6400 alternants, on est en forte augmentation et on attend encore des augmentations sur le sujet. On est répartis sur tout le territoire, alors avec une forte représentation en Ile-de-France, mais une répartition sur tout le territoire. Et puis vous voyez le niveau d'études, on est sur des métiers qui sont à forte intensité intellectuelle, j'allais dire, hein, donc avec proportion de niveau d'embauche en Bac plus 2, Bac plus 3 et Bac plus 5 qui est très importante et de plus en plus importante d'année en année. Les effectifs, je vous en parlais, hein, nous, la crise, elle s'est traduite par plutôt une augmentation des effectifs qu'autre chose, donc c'est plutôt une excellente chose. On était dans des progressions qui étaient lentes jusqu'à présent, et depuis les 2 dernières années, on est à 2% d'augmentation des effectifs, ce qui est assez remarquable. Plus précisément sur le nombre d'embauches, là ça peut vous concerner encore plus directement. L'an dernier, donc plus de 17 000 embauches. On est sur de l'emploi très qualitatif, c'est-à-dire que je ne vous parle pas des niveaux de salaire qui sont en train de fortement augmenter par ailleurs, liés aux difficultés de recrutement, mais on est sur du CDI à plus de la moitié. L'alternance, c'est un quart de nos embauches. Et puis voilà, je vous parlais encore des niveaux d'études. On est sur du Bac plus 5 à plus de 30%, Bac plus 2, un quart des embauches, et Bac plus 3 également un quart, avec un âge moyen d'embauche autour de 30 ans. Vous retrouvez ces données-là, on pourra vous en donner quelques-unes encore plus précises. La formation, on en parlait tout à l'heure aussi, l'un des intervenants à la table ronde parlait de la responsabilité des entreprises en la matière. Clairement, chez nous, c'est vraiment dans notre ADN de former nos salariés tout au long de la vie.
On en a besoin parce qu'on est sur des métiers qui sont en forte évolution constamment. Technologie, on parlait de l'intelligence artificielle qui infuse de plus en plus tous nos métiers. C'est valable sur beaucoup de choses, Norbert y reviendra, mais on a, nous, de toute façon, cette nécessité de nous former en permanence, de former en permanence nos salariés pour nous adapter aux compétences nouvelles dont nous avons besoin, à la technologie qui est de plus en plus présente dans nos métiers. C'est extrêmement important et nos salariés sont formés souvent à l'entrée lorsqu'ils commencent leur carrière, mais tout au long de leur vie, ils vont être bénéficier de formations pour là aussi maintenir leur employabilité et leur niveau de compétence. C'est vraiment quelque chose sur lequel on investit énormément, beaucoup plus que la moyenne des secteurs économiques en France. Mais voilà, encore une fois, ça s'explique par la réalité de nos métiers. Je vais passer la parole à Norbert qui va développer un petit peu plus certaines problématiques, mais l'autre, peut-être pour faire la transition, je vais aussi revenir sur la question du sens dont monsieur a parlé, qui nous paraît extrêmement important. C'est que au-delà de la qualité des métiers, des conditions matérielles qu'on peut offrir, on insiste beaucoup notamment pour attirer les futurs recrues, sur le sens qu'on a et qu'on offre dans les différentes missions qui sont développées dans l'assurance. On est un métier en relation client très forte, on est un métier qui protège les clients, les sociétaires de nos entreprises. Et c'est quelque chose sur lequel on insiste de plus en plus, la question du sens des métiers que l'on offre. La deuxième chose, c'est la très grande diversité des métiers que l'on offre. Moi, je dis souvent, on est la maison aux 1000 métiers. Alors, on n'a peut-être pas exactement 1000 métiers, mais on n'est pas très loin de cette vérité-là. On a une très grande gamme de métiers. C'est normal parce qu'on est présent dans tous les secteurs économiques du pays. Voilà, il n'y a pas une activité qui n'a pas besoin d'être assurée, pas une activité économique qui peut se passer d'assurance. Donc, par définition, on s'intéresse à toutes les professions, tous les secteurs économiques, et on a besoin des professionnels qui exercent des compétences les plus variées possibles. Donc, absolument tous nos métiers tous les métiers qui existent sont concernés par l'assurance, et nous offrons, encore une fois, une très très large gamme de métiers. Je m'arrête là et je passe la parole à Norbert qui va poursuivre. Merci Alexis. Alors c'est peut-être une zapette ça. Non, c'est pas une zapette. Oui, une mise en perspective, une mise en dynamique après cette présentation, ce portrait sociodémographique de branche. Le premier point, on parle beaucoup de révolution numérique ou digitale, c'est selon. En fait, le fond de la question, c'est qu'on s'intéresse davantage aux moyens mis à disposition pour arriver à un certain objectif. L'objectif, comme Alexis le rappelait, c'est de développer des services, donc d'être de plus en plus dans une proximité de services auprès de nos clients. Et c'est vrai qu'on a une image qui est sans doute un peu en décalage, notamment auprès des étudiants, qui nous voient plutôt comme une activité financière, juridique, de différents domaines techniques, mais qui n'associe pas finalement derrière le métier générique d'assureur le fait d'être au service de quelqu'un d'autre qui généralement n'a pas eu de chance. Alors c'est aussi ce qui nous distingue par rapport aux banquiers, c'est-à-dire que nous, on ne finance pas des projets qui font briller les yeux, c'est qu'on est, alors sauf si c'est de l'épargne retraite bien évidemment, mais sinon on est dans de l'automobile, dans de l'habitation, dans de la santé, en couverture, en complément de remboursement de phénomènes qui ne sont pas forcément des plus heureux. Mais la finalité de notre métier, il est d'abord d'être dans des activités de service, au service des autres. Et la technologie n'est qu'un moyen intermédiaire au service d'eux. Ce point-là est important parce que quand on parle de révolution, la précédente, c'était la révolution industrielle, si on le positionne en termes économiques, qui avait comme
sous-jacent technique, hein, d'innovation technique, le moteur à vapeur, ou dans sa deuxième phase, le moteur à explosion, l'électricité, l'invention de l'hélice pour la marine, le chemin de fer, enfin voilà, toute une série, le béton, l'acier, voilà, des immeubles haussmanniens, enfin, ce sont des révolutions techniques, mais qui ont comme sous-jacent des aspirations sociétales. Auparavant, il y a eu la Révolution française, il y a eu la Révolution américaine, il y a eu l'émergence d'une monarchie constitutionnelle, il y a eu des dictatures dites éclairées, hein, où Diderot était quand même le conseiller de la grande Catherine de Russie à l'époque. Ça a bien changé. On était dans un contexte où il y avait d'abord des aspirations sociétales à satisfaire. Et les moyens technologiques sont venus donner la possibilité de réifier finalement ces aspirations sociétales. Je pense que c'est un point qui est important à avoir en arrière-pensée pour comprendre les stratégies et l'évolution des sociétés d'assurance en accompagnement de la société, puisque comme Alexis le disait, nous sommes forcément intervenants sur tous les domaines de la vie économique et personnelle dans la société. Et donc, ce que fait l'assurance depuis déjà plusieurs décennies, et c'est vrai que voilà, j'y travaille depuis plus de 35 ans, donc ça me donne un peu de recul pour avoir vu quelques modes et mouvements de fond, c'est qu'il y a une prise de conscience finalement d'une certaine banalisation de l'offre dans le domaine de l'assurance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de réelle innovation en termes de produits d'assurance ou en termes de garantie. Ça veut dire que si ça n'est pas tant sur le quoi du contrat d'assurance que les différents acteurs de la place peuvent se différencier, ça va être sur le comment délivrer la promesse faite à la souscription du contrat. Et donc le comment, c'est passer d'une logique d'indemnisation pécuniaire en une proposition de service pour résoudre la difficulté rencontrée par l'assuré. Alors au moment du sinistre, ou très en amont, dans la construction d'une solution de la mise en place d'un contrat d'assurance, et puis tout au long de la vie du contrat, de la vie de l'assuré, s'assurer qu'il a toujours un niveau de couverture idoine par rapport à ses besoins de couverture, et a fortiori au moment d'un sinistre. Et donc, ce mouvement d'évolution dans l'assurance, il est de cette nature-là. Ça a été d'industrialiser, d'améliorer par les process, et puis de se diversifier en allant davantage sur des prestations en nature, plus d'aller sur de l'aval, ça c'est les prestations en nature, et sur l'amont avec de la prévention pour éviter que ne surviennent le risque ou en limiter les conséquences. Donc on a eu ce mouvement de fond, mais qui finalement était plutôt en restant dans une logique de l'offre. Et pas véritablement en basculant dans une logique de la demande. Là où la bascule s'opère aujourd'hui, mais à la faveur de la dernière vague, hein, des outils digitaux, numériques, technologiques présents, c'est que le modèle de l'assurance évolue véritablement en partant du client pour construire des réponses adaptées à ses besoins, et non pas dans une réponse technique en s'appuyant sur les gammes de produits traditionnels dont nous disposons en automobile, en habitation, en santé, en cas de vie ou en cas de décès. On est davantage dans une approche qui vise à répondre aux usages des uns et des autres au moment où ces usages se présentent, où ces besoins se présentent. Et donc on a poussé au bout ce modèle industriel qui était en réalité qu'une simple, entre guillemets, optimisation de la logique économique, du modèle historique qui était un modèle de l'offre, pour basculer progressivement sur un modèle de la demande. Et puis, ce faisant, ce que l'on s'est rendu compte, c'est que dans le même temps qu'on optimisait tous nos process, on avait aussi un certain nombre de lois qui fluidifiaient le marché, loi Hamon, loi Châtel, la possibilité de résiliation infra-annuelle, qui n'ont pas fait croître tant que ça le marché ou la masse assurable, ou le nombre de contrats, ou le chiffre d'affaires, mais en revanche a augmenté le taux d'attrition des portefeuilles, la rotation des portefeuilles, et a demandé de la part des différents acteurs, grosso modo, entre 15 et 20% de travail supplémentaire pour arriver au même résultat. Partant de là, on a optimisé, mais la particularité de notre secteur, sans vouloir polémiquer, c'est que tous ces gains de productivité qui avaient été réalisés par l'automatisation, par le transfert sur le client d'un certain nombre d'activités, c'est une invention française, Félix Potin, quand c'est le client qui remplit son caddie, finalement, c'est une économie de réaliser, puis il est sûr de ce qu'il a dans son caddie. Toutes ces gains de productivité réalisés ont été réinvestis dans la relation client pour accueillir, accompagner de bout en bout les clients avec des prestataires qui viennent porter cette prestation en nature.
Et donc la satisfaction du client, c'est devenu le produit d'assurance. Il y a un mot qui a été prononcé tout à l'heure qui me paraît important, c'est par rapport à celui du sens de notre métier. La finalité de l'assurance, le produit d'assurance, ce n'est pas le contrat qui n'est jamais que le mode d'emploi d'une relation assureur-assuré. Le produit d'assurance, c'est de la sécurité. De la sécurité par rapport à ce qui peut nous advenir de futur et d'aléatoire. Et cette sécurité ou cette garantie de sécurité, elle repose sur un mot-clé qui est la confiance. Alors on peut développer tous les outils que l'on veut. La confiance, on a tous confiance dans notre téléphone portable, dans une calculette, dans sa capacité à extraire la racine de 42 voilà, en une fraction de seconde. Ce n'est pas un problème. En revanche, est-ce qu'on a confiance dans un chatbot de la même manière qu'on a confiance dans un humain, dans une relation interpersonnelle? Bien évidemment que non, ça n'a rien à voir. Et donc, toute la stratégie mise en œuvre par les sociétés d'assurance depuis 25-30 ans maintenant, c'est précisément d'investir cette relation client pour faire en sorte que celui qui a un problème à régler puisse avoir en face de lui un humain, alors soit en chair et en os physiquement présent, ou par des échanges téléphoniques, par échange de mails, par de la messagerie instantanée, par tous les moyens mis à disposition pour réussir à dépasser cette situation et trouver une voie de passage. Et c'est véritablement la stratégie qui est déployée depuis maintenant de nombreuses années, qui explique aussi l'évolution des effectifs de la branche. Quelles conséquences sur les métiers? La première, c'est un peu une accroche provocatrice, mais nul n'est à l'abri du client. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de back-office. Dans les entreprises, on dit que les métiers de back-office, c'est un terme qu'on utilise pour expliquer un métier qui a disparu. Tout le monde est en contact avec le client, tout le monde doit avoir cette logique, cette conscience du service. Et donc, il y a suppression des tâches répétitives, il y a effectivement tout un tas de choses qui se passent à l'intérieur des métiers. Mais une constante, c'est qu'on se recentre sur les difficultés à gérer vis-à-vis du client lorsqu'il est véritablement dans une situation où il a besoin qu'on le prenne par la main et qu'on lui permette de sortir de ce mauvais pas. Je vais vite parce qu'il y aurait énormément de choses à dire et vous avez compris que j'étais bavard. Quelles conséquences sur les compétences ? Alors, on s'appuie sur aussi ce qu'a publié, alors déjà en janvier 2017, ça date un peu, mais c'est toujours extrêmement d'actualité, le Conseil d'orientation pour l'emploi, qui distinguait finalement dans les conséquences de la numérisation de l'activité sur les profils de compétences, 3 blocs de compétences. Le premier, c'est les compétences digitales numériques, qui concernent en réalité extrêmement peu de personnes, qui a à construire des algorithmes d'intelligence artificielle, des applis ou à faire des métiers qui véritablement, dans le domaine des data science éventuellement, intègrent cette dimension digitale. Très très peu de personnes numériquement, quelques centaines à l'échelle de la profession. En revanche, là où c'est beaucoup plus présent en termes de compétences, ce sont les compétences techniques. Et on a fait une interview de 120 personnes il y a quelques années, professionnels de tous les métiers, pas uniquement des techniciens de l'assurance, RH, comptables, informaticiens et autres. Tous nous ont dit que dans un contexte de digitalisation de l'activité, la maîtrise des compétences techniques de son métier était primordiale et devait être affermie. Ça, c'est une première chose qui n'était pas forcément évidente. Le deuxième point qui ressortait également, c'est que dans ce contexte-là où on doit être plus fort sur les basiques de son métier, les compétences relationnelles, transversales, pour ne pas dire soft skills en mauvais franglais, toutes ces compétences de pédagogie situationnelle sont des compétences qui sont primordiales pour compléter ces compétences techniques. Et ce n'est pas l'une à côté de l'autre, c'est véritablement les deux ensemble, parce qu'il n'est de compétences que situées dans un contexte d'une problématique à gérer. Autre enjeu également, transformation des métiers, passer d'un sport individuel à un sport collectif. On a un peu perdu dans cette phase d'industrialisation, où on avait copié les bonnes vieilles recettes du secteur secondaire, l'isolement des individus face à leurs problématiques de gestion de dossiers ou de clients. Quand Madame Michu n'est pas là, il faut quand même bien que quelqu'un réponde et gère le problème de l'assuré. Et donc, ça veut dire qu'il faut réinvestir les organisations, les méthodes de travail, les postures professionnelles pour accompagner cette nouvelle donne. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il y a énormément de choses que l'on pourrait dire et puis je vais redonner la parole à Alexis pour conclure sur cette partie de présentation du secteur de l'assurance. Ouais, alors très rapidement parce que je sais qu'on a mangé de notre temps, mais pour reboucler la boucle, là on a fait ce petit graphique pour
illustrer encore une fois ce que j'expliquais tout à l'heure, la très grande diversité des métiers que l'on peut offrir dans l'assurance, voilà, mais lié à tout ce que aussi vient de développer Norbert. Donc je ne vais pas tout commenter, vous l'avez là, puis je pense qu'on le mettra de toute façon à disposition, mais voilà, on couvre l'intégralité des formations qui existent. Encore une fois, on a des métiers sur le commercial, sur le juridique, sur le financier bien évidemment, mais aussi toutes les fonctions support, des métiers très techniques, d'autres qui le sont moins. Donc n'hésitez pas surtout à parler du sujet avec vos étudiants, d'en parler avec nous aussi, si vous avez besoin qu'on est là à votre disposition pour vous donner davantage d'éléments et approfondir le sujet. Voilà. Vous nous invitez devant vos étudiants ? C'est une proposition qui est à prendre. Hein. C'est ce que l'on fait très régulièrement. Quelques adresses. Voilà. Exactement. Alors voilà, on vous les communiquera de toute façon, mais 3 adresses essentielles. Alors je commence par l'Observatoire tout en bas. Norbert, avec énormément de données statistiques et d'analyses et d'études sur nos métiers. Le site de France Assureur qui est en plus en pleine refonte et qui offre aussi beaucoup d'éléments. Et puis une marque jeune, me dit-on, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est J'assure mon futur, qui est développée avec l'Observatoire de compétences Atlas, que nous avons en commun avec le courtage, avec la banque. Et qui offre tout un tas de supports, de vidéos et de présentations qui peuvent donner envie à la fois à des prescripteurs dont vous faites partie et aux étudiants ou parents d'élèves, à tout le monde qui est intéressé par le sujet. Merci à vous pour tous ces enseignements. Si vous êtes d'accord, on mettra à disposition le support. Hein. Voilà. Bien. C'est à vous. Alors, bonjour à tous. Je vais apporter quelques éléments concernant le secteur bancaire. On va retrouver, bien évidemment, des composantes communes avec le secteur des assurances. En termes de présentation du secteur, c'est un secteur important. C'est 1,7% de l'emploi salarié en France, 350 000 salariés. C'est un secteur qui est à plus de 40 000 recrutements par an et représente 16 000 apprentis. Donc c'est un secteur qui aujourd'hui est particulièrement dynamique sur le sujet de l'emploi. Au niveau de la qualité des métiers et des emplois, je pense qu'on est assez proche de nos amis assureurs. On est bien évidemment avec des métiers qui sont très pérennes et stables, 98% de CDI dans notre secteur. Donc c'est, je dirais, l'engagement à durée indéterminée est quand même très fort. Des métiers où la parité, je dirais, est aujourd'hui totalement atteinte. Il y a autant de femmes cadres que d'hommes cadres. Il y a 58% de femmes, donc il est légèrement féminisé. Et le taux de promotion des femmes aujourd'hui dans notre secteur est même supérieur à celui des hommes. Donc là aussi, les engagements autour de la parité dans les banques sont atteints et on a aussi une quasi-égalité au niveau des rémunérations. Et même les femmes gagnent plus que les hommes chez nous, chez les techniciens des métiers de la banque. La diversité des métiers, c'est la même chose. C'est lié au phénomène qu'on a des très grandes entreprises, avec donc des centaines de métiers différents. Et je me retrouverai assez dans la présentation finale qu'a fait Alexis. Donc, c'est des centaines de métiers, de l'informatique, du commercial, du conseil, du juridique. Enfin, bref, on ne va pas tous les citer. J'insisterai quand même sur un point important. Sur le commercial, on reste très recruteur du commercial. C'est 50% de nos embauches. Donc, on cherche aujourd'hui des conseillers de clientèle. Simplement, on ne cherche pas les mêmes conseillers de clientèle d'il y a 10 ans. On cherche des conseillers de clientèle qui sont de plus en plus formés, capables de s'adapter aux situations. Et c'est logique. Aujourd'hui, qui va dans son agence pour traiter une opération classique? Personne. En revanche, quelle est la dernière fois où vous êtes allé dans une agence? C'est pour un achat immobilier, acte extrêmement important, pour une succession très sensible, très importante, très complexe.
pour un prêt particulier, pour votre entreprise. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le métier de commercial est un métier qui s'est complexifié, qui est monté en niveau et qui est extrêmement évolutif. Et ça aussi, c'est un point très fort de nos industries, et en particulier dans la banque. On offre de vrais parcours de carrière. On parlait tout à l'heure de formation. On forme les gens au départ, tout au long de leur vie. On fait partie des secteurs où le taux de promotion est le plus élevé. 15% de nos promotions, par exemple, aujourd'hui, c'est pour passer de technicien à cadre avec notre fameux diplôme, notre fameuse formation qu'on appelle le cursus cadre. Il y a une vraie promesse employeur sur l'évolution. Et on a une telle diversité de métiers qu'un jeune qui rentre aujourd'hui à 23, 24, 25 ans dans la banque peut vraiment y faire carrière en faisant, s'il a envie, le Tour de France, et s'il n'a pas envie, un tour de métier considérable et très différent. Donc en ce sens-là, la banque, je dirais, poursuit dans cette dynamique d'ascenseur social qu'elle a toujours été. Ce que je dis là n'est pas une nouveauté. Et vous avez tous certainement des exemples d'amis, collègues qui sont rentrés avec un CAP dans la banque et qui aujourd'hui sont directeurs de grosses structures. Et ça, c'est toujours vrai. Pour ce qui est d'une autre spécificité de nos enjeux, c'est qu'on est une industrie de haute technologie. Et là aussi, ce côté un peu ringard du banquier qui ferme à 5 heures parce que voilà, il est fonctionnaire, c'est très loin. Les commerciaux, je viens de vous en parler, on a révolutionné ce métier. Et au niveau de la technologie et de l'innovation, on recrute aujourd'hui 15%, c'est énorme, 15% d'informaticiens. Et c'est logique, puisque aujourd'hui, tout le sujet de la transformation de la banque, et vous avez tous votre appli bancaire sur vous, c'est grâce à l'innovation de nos informaticiens. Et je pense qu'on est l'un des secteurs qui recrute le plus d'informaticiens de tout niveau, et là encore avec des parcours évolutifs extrêmement variés. Voilà pour ce qui est de l'emploi. On a aussi bien évidemment des départements contrôle et risques qui sont importants et qui, je dirais, sont sensibles en termes d'image de la banque. On doit rester un acteur de confiance et ça fait aussi partie des valeurs qu'évoquait tout à l'heure M. Cohen-Haddad. En termes de compétences, de qui avons-nous besoin ? Bien évidemment, un recrutement sur 2 chez nous est un cadre. Est un bac plus 5. 58% de cadres, vous avez compris. On est dans maintenant une industrie de haut niveau. Un embauché donc sur 2, je viens de le dire, est un bac plus 5. Mais ça veut dire aussi qu'on a aujourd'hui de gros volumes d'embauche sur les bacs plus 3. Et on a même remonté cette année le pourcentage, 9% c'est pas beaucoup, mais c'est en remontée et c'est quand même conséquent, d'infra bac plus 2. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques maintiennent un niveau de recrutement bac plus 3 avec des jeunes qu'elles sauront emmener dans un développement de carrière. On n'est pas obligé de rebooster, de repartir pour faire un master 2, même si c'est très bien, de banque finance. On peut rentrer dans une banque à bac plus 3 et avoir un vrai parcours évolutif. Il n'y a pas du tout une sorte de plafond de verre. Vous l'avez compris avec mes 15% de promotion cadre chaque année. Il n'y a pas du tout de plafond de verre, bien au contraire. Et sur les infra bac plus 3, ça s'était beaucoup tari ces dernières années pour ce besoin de compétences que vous connaissez bien. Et pourtant, nos banques réinvestissent sur ce secteur. Avec un sujet très, très intéressant, elles ont quasiment toutes ouvertes aujourd'hui des CFA d'entreprise. CFA qui sont donc, je dirais, corrélés avec, forcément, des IUT, des centres de formation, qui soient bancaires, mais on travaille bien évidemment énormément avec le monde universitaire, et donc, dès maintenant, le bac. Et ça, c'est un point qui est très important à un moment où on doit ouvrir notre réflexion sur le recrutement sans baisser en qualité.
Voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur l'emploi. Bien évidemment, on sait aussi que les jeunes cherchent du sens, on l'a dit, et je pense qu'être dans une industrie de haute technologie, je pense que c'est engageant. Être financeur de l'économie, on a parlé d'étoiles qui brillaient dans les yeux. Hein. J'ai entendu ça quand on veut financer des projets. Bah oui, être financeur de l'économie et des projets, je pense que c'est positif. Et puis, on est aussi très présent sur l'ensemble de l'économie verte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques françaises sont les premières banques mondiales en financement de l'économie verte, en production de green bonds, par exemple. On est numéro 1 mondial. On peut certainement encore faire mieux. Et quand on regarde les ONG, on sait bien que tout n'est pas rose. Mais si on se compare au reste du monde, eh bien, les banques sont numéro 1. Et ça aussi, je pense que ça peut être un aspect intéressant et qui peut interpeller les jeunes. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi on rentre des fois par hasard? Mais parce que c'est vrai qu'on n'enseigne pas la banque non plus en seconde et en première, donc c'est plus difficile pour un jeune de se projeter. Je sais que la banque a sa fameuse action, mais c'est très tôt malheureusement, qui s'appelle Un banquier dans ma classe, où on fait venir, vous l'avez cité d'ailleurs, où on fait venir des banquiers. Je sais qu'on a une convention avec l'Académie de Versailles pour faire intervenir des professionnels dans les lycées, mais en réalité, il y en a qu'un ou deux il y a une ou deux personnes que l'on a. Vous voyez, c'est ridicule. Chez BNP Paribas, pour le citer, et c'est pas développé, et c'est une erreur. Alors après, il y a une dernière information que je vous donne pour terminer. Jamais le sujet de l'attractivité du secteur, et de nos secteurs, je pense, n'a été aussi fort qu'en ce moment. Hier encore, ça a été 10 minutes et 10 minutes pour les 6 grands patrons des banques françaises, qui représentent grosso modo les 6 patrons des banques, des 6 premières banques européennes quasiment, donc c'est pas rien. Quand je vous dis qu'ils passent plus de 10 minutes à parler des problématiques d'attractivité et de leur inquiétude, à leur niveau, après ils ont plein d'autres problèmes à régler dans leur heure de réunion, ça veut dire que c'est un vrai sujet. Et on va devoir certainement modifier notre façon de travailler, y compris avec les universités. On va mettre certainement des moyens. Alexis a cité l'Opco Atlas. Il y a de vrais budgets sur l'attractivité. Le site, donc le vôtre s'appelle J'assure l'avenir. Le nôtre s'appelle J'investis l'avenir. Donc vous voyez bien qu'on est sur la même ligne. Et comment ? Et jecompte.fr pour nos amis experts comptables, c'est très important. Syntec, puisqu'on travaille aussi avec Syntec sur le numérique, a le sien, mais il a un nom un peu différent, donc je ne l'ai pas. C'est concepteur d'avenir. Voilà, eux ils conçoivent, nous on investit, eux ils assurent. Bref, vous voyez qu'on est hyper complémentaires. Il faut sachez que là-dessus, on est prêt à mettre des moyens en argent et en humain pour cette attractivité et voir comment on peut promouvoir nos emplois et en s'appuyant bien évidemment sur votre secteur de l'enseignement. Merci. Voilà pour le balayage prospectif à court et moyen terme des secteurs bancaires et assurantiels. Maintenant, la parole est à vous pour le débat, les questions. Alors à vous et aux gens par Internet, donc via Zoom. S'il y a des questions Zoom, n'hésitez pas. Pas pour l'instant. OK. Alors, qui se lance ? Merci. Pour la première, la plus difficile. Donc bonjour, Xavier Triboteau. Donc je travaille au ministère de l'Enseignement supérieur, à la DGCIP. On a depuis quelques années, en tout cas depuis la précédente mandature, fortement investi le secteur de l'alternance et le secteur de l'apprentissage. Alors évidemment à travers le but, puisque massivement on voit les deuxièmes, les troisièmes années, quelquefois dès la première année, mais massivement les deuxièmes et les troisièmes années de but investir le secteur de l'alternance. Donc ça va se déployer à partir de septembre pour la deuxième année.
Et c'est pareil pour les licences professionnelles, et c'est pareil pour les masters. On a aussi lancé des bacs +1, parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un enjeu dès la sortie du bac sur des formations très professionnalisantes. On les a appelées les formations supérieures de spécialisation. Et on a, moi aujourd'hui, j'ai une inquiétude, c'est que l'alternance a tellement marché que France Compétences se retrouve débordée sur la partie financement. Alors de mémoire, je crois que le budget c'est 4 milliards, la collecte, les dépenses c'est 12 milliards, il y a un déficit abyssal de 8 milliards, en partie dû par l'aide à l'embauche qui est, on va dire, une perfusion qui à un moment donné va être retirée du bras, je ne sais pas quand. Mais en tout cas, là, le modèle économique n'est plus soutenable. On voit bien qu'il n'est plus soutenable. Et pour nous, c'est une inquiétude côté ministère de l'Enseignement supérieur parce qu'on a vraiment poussé pour que les écoles, pour que les universités, pour que les IUT investissent massivement l'alternance. Parce qu'on sait que c'est un vecteur de réussite à tout point de vue, que ce soit pour la diplomation, mais également pour l'insertion professionnelle. Et j'imagine que ce n'est pas là que j'ai en démontré l'intérêt. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un système de cut qui se produit dans 1 an, dans 2 ans, sur le financement de l'alternance? Je vous ai entendu avec intérêt dire que vous êtes prêt à mettre les moyens pour financer la formation, et à dire que les employeurs sont prêts à entendre une augmentation de la taxe d'apprentissage ou à augmenter leur participation pour maintenir ces formations qui sont à tout point de vue des deux côtés. Côté employeur, on l'a bien compris parce que vous avez des problématiques de recrutement, mais côté ministère aussi parce que c'est un modèle économique qui nous permet de développer des formations dont on est sûr qu'elles vont ensuite embaucher nos étudiants ensuite. Et la directrice générale l'a rappelé lors de la table ronde, c'est un enjeu pour nous majeur, l'insertion professionnelle de nos étudiants. Merci. Alors, est-ce que vous avez la réponse à la question? Alors, Pas je vais te donner quelques éléments en lien avec Alexis Meyer. Alors d'abord, la question du budget, c'est le budget qu'il est en déficit par rapport à un budget que donne l'État sur l'apprentissage. C'est un budget qui peut d'abord évoluer. Moi, je suis quand même très sensible, et nous sommes très sensibles, à ce qu'il y ait une vraie logique de retour sur investissement des fonds investis dans la formation professionnelle. Nous avons publié, avec France Assureurs et Syntec, un livre blanc en janvier dernier. On vous l'enverra si, bien évidemment, vous ne l'aviez pas déjà, où nous revenons sur ces enjeux-là. Premièrement, il est de l'argent, il y en a, et énormément. Parce que là, vous n'avez pas cité les pics, vous n'avez pas cité les sommes phénoménales engagées dans la formation des chômeurs, dont aujourd'hui, on peut se poser la question du retour sur investissement. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que dans toute formation, il y ait un retour sur investissement. Nous, aujourd'hui, dans les banques, je pense que pour les assureurs, c'est pareil. Le retour sur investissement de l'apprentissage, il est de 95%. C'est-à-dire, c'est 100% d'embauche derrière. C'est pas des gens qui repartent après. Et ceux qu'on n'embauche pas, c'est parce que souvent, ils veulent refaire le fameux Bac+2. Et c'est d'ailleurs un peu un point d'alerte que moi je voulais faire auprès de vos IUT, en disant, nous, banques, c'est un peu un point de critique. On voudrait bien, souvent d'ailleurs, pouvoir même plus embaucher nos fameux Bac+3, et puis qu'ils fassent peut-être plus tard un Master 2, mais qu'au moins dans les 2-3 années qui suivent leur Bac+3 en alternance, eh bien, ils puissent travailler, se lancer, et qu'on ait aussi d'ailleurs un retour sur investissement. Donc aujourd'hui, si on regarde, si le critère c'était l'efficacité, et qu'on comparait sur les 3 ou 4 systèmes aujourd'hui, les 3 grands, les 3 grands fléchages des fonds de la formation professionnelle, eh bien, je trouve qu'on devrait mettre au cœur du sujet le retour sur investissement. Et je pense qu'on serait, à mon avis, champion, et ça mériterait peut-être plus de budget. Juste un petit chiffre. Dans la banque, la formation professionnelle, c'est 4,6% de la masse salariale. 4,6% de la masse salariale. Je rappelle que la masse salariale, c'est 80% des coûts de la banque. Donc c'est des millions, c'est 5 millions d'heures de formation.
Donc il y a énormément d'investissements. Alors, oui, juste pour compléter. Alors, vous posez une question qui est à la fois essentielle et d'actualité, parce qu'en effet, c'est cette question du déficit de France Compétences, on en entend beaucoup parler. Cette réforme, c'est un formidable succès, hein. Il faut d'abord démarrer là-dessus avant de parler de quelques déficits, même s'il est très important. C'est un formidable succès. Pendant quand même des années et des années, on a entendu parler des retards de la France en matière d'apprentissage. On nous comparait tout le temps aux Suisses, aux Allemands, etc. Et enfin, on a trouvé la formule pour y arriver. Alors, elle coûte un certain prix, mais enfin, on a trouvé une formule pour y arriver. Et si en parallèle, le chômage baisse de manière drastique aussi en France, c'est peut-être qu'aussi on est arrivé à trouver des solutions côté apprentissage. Donc, il faut surtout regarder l'image d'ensemble et l'impact global sur l'économie française, l'avenir de nos jeunes, l'avenir de nos entreprises, nos emplois, le développement économique. Il faut regarder l'ensemble du sujet et pas regarder uniquement le déficit de France Compétences qui, par ailleurs, n'est pas uniquement lié, et André Guy le disait, pas uniquement lié à la question de l'apprentissage, et notamment ce qu'on vise derrière, c'est l'apprentissage dans le supérieur, puisque c'est là où est le sujet. L'apprentissage dans le supérieur, nous, on est persuadés, on a écrit sur le sujet avec la banque et avec le Syntec, et on est soutenu par les organisations professionnelles, le MEDEF entre autres. L'apprentissage dans le supérieur, c'est vraiment la locomotive qui a permis de tirer et de lancer cette formidable dynamique du développement de l'apprentissage. Nous, on est persuadés que si on se met à taper sur... financièrement, j'entends. Si on se met à taper sur l'enseignement supérieur et le développement de l'apprentissage dans le supérieur, on va casser cette dynamique et ça sera au détriment de l'apprentissage d'une manière générale et au détriment des jeunes et de l'emploi en France. Donc surtout, faisons attention à ce qu'on raconte sur le sujet, faisons attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et faisons attention à, encore une fois, cette dynamique d'ensemble et à tous les aspects macroéconomiques. Encore une fois, hein, le déficit de France Compétences, il est inquiétant, il va falloir trouver des solutions. Ça passe par les questions de formation des chômeurs hein, qui ont été intégrés dedans. Ça passe aussi par le fait qu'il y a un certain nombre de secteurs professionnels qui ne contribuent pas à l'apprentissage. Donc là aussi, il faut que tout le monde soit à égalité sur le sujet. Et André Guy le ressoulignait, et c'est ce que je vous présentais aussi tout à l'heure en fin de présentation, nos entreprises investissent déjà énormément dans la formation tout au long de la carrière de nos salariés. À l'embauche, c'est vrai, parce qu'on a des écoles, des universités d'employeurs, quel que soit, ou d'académies, elles ont des noms différents, mais on investit beaucoup à l'entrée dans la carrière professionnelle, et on investit tout au long de la carrière, parce qu'encore une fois, chacun de nos salariés bénéficie de formations professionnelles sur des choses extrêmement variées pour se reconvertir, pour changer de métier, pour acquérir des compétences nouvelles, se perfectionner. Mais c'est, encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment dans notre ADN de former nos salariés tout au long de la vie professionnelle. Oui, alors moi j'irais dans une autre voie, je partage ce qui a été dit et je crois que votre interrogation elle est juste. En clair, est-ce que demain l'État va fermer le robinet des aides, ce qui va se traduire par tout simplement une baisse des embauches, et y compris de l'apprentissage et de l'alternance? C'est ça la question. Et est-ce que derrière les entreprises sont d'accord pour y mettre un peu plus de leur poche pour pouvoir compenser cette manne que nous n'aurons plus? Alors je vais vous dire non. Bien entendu, non pas qu'on ne met pas déjà la poche, on vous l'a dit, on met beaucoup, et même beaucoup plus qu'on ne devrait. Après, il faut aussi que nous, les citoyens, nous, les acteurs économiques, on soit d'accord sur une chose. Est-ce que l'emploi des jeunes, diplômés, non diplômés, et ici c'est surtout les diplômés, mais y compris à Bac plus 2 ou Bac plus 3, parce qu'on fait d'alternance dans les métiers de l'assurance. Moi, j'ai autour de moi une fille qui a fait une licence et qui a souhaité faire de l'alternance après. Ce n'est pas l'alternance tout de suite lorsqu'on sort du bac. Parfois, on fait l'alternance après qu'on a un diplôme, après avoir eu un diplôme. Ça, c'est aussi important. On se retrouve en fin de carrière, on veut faire de l'alternance. J'ai un cas aussi aujourd'hui, entre autres, en tête, où après un métier dans la banque, on fait de l'alternance dans les métiers du bois ou de la pâtisserie. C'est aussi de l'alternance, à 45 ans ou 50 ans, ça existe. Donc ça,
aujourd'hui, ce qui nous importe, nous, est-ce que l'État va considérer que la formation qui passe par nos établissements, ainsi que par un accompagnement lié à l'éducation et à l'enseignement supérieur, a une valeur importante dans le cadre du projet nation. Excusez-moi d'employer le terme. Est-ce que c'est une priorité nationale ou pas? Si ce n'est pas une priorité nationale, arrêtons des paroles en l'air. On arrête. Si c'est une priorité nationale pour un maillage dans tous les territoires, pour éviter les déserts économiques, pour éviter les déserts d'emploi, pour faire en sorte que les bassins d'emploi correspondent à une attente non seulement des consommateurs, mais aussi à une autonomie stratégique, une autonomie énergétique, tout simplement à faire en sorte qu'on vive mieux et qu'on travaille mieux avec moins de pénibilité au travail, plus, comme on le disait tout à l'heure, d'envie et de bien commun. Est-ce que ce discours-là, on a envie de le tenir? Apparemment, on a envie de le tenir. Est-ce qu'on a envie d'y mettre des moyens? Alors, excusez-moi de le dire, puisque nous fréquentons tous aujourd'hui les gens qui représentent l'État. Est-ce que dans le projet de loi de finances, on va mettre le budget ou pas? C'est ça l'enjeu, et ça a été bien rappelé. Je ne vais pas revenir sur les déboires de France Compétences. Effectivement, ça ne correspondait pas forcément à des attentes des opérateurs. On a fait beaucoup de formations de CFA, et on l'a dit tout à l'heure, grâce à la modification de la loi sur la formation professionnelle. Il y a aussi beaucoup d'efforts qui sont faits par les OPCO aujourd'hui pour faire en sorte d'aider les entreprises, petites, moyennes et grandes, à pouvoir accompagner dans la formation, parce que, comme on vous l'a dit, ces métiers sont des métiers de formation permanente. Compte tenu de l'évolution juridique en permanence de nos métiers, on est en formation permanente. Voilà, donc, est-ce que le projet Nation, c'est former des jeunes et des moins jeunes, tout simplement pour apporter, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, un apport serviciel, c'est-à-dire un accompagnement qui se fait de moins en moins, tout simplement parce que notre monde fait que nous travaillons en silo et nous vivons en silo. Merci. Après cet échange sur l'alternance et son financement, est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres envies de débat, sachant qu'on arrive presque au terme de nos échanges? Pas de regret, c'est bon? Ok, très bien. Bah, écoutez, merci pour votre attention.